Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Au cours de cette présentation, nous allons étudier l'anatomie des annexes des globes oculaires ainsi que les voies optiques. Nous avons déjà vu au cours de la séance précédente l'anatomie du globe oculaire. Vous savez que le globe oculaire, c'est l'organe de la vision bien sûr, que les annexes du globe oculaire vont lui conférer plusieurs fonctions, à savoir, elles vont le protéger des agressions et du traumatisme extérieur. Ils vont lui assurer une mobilité dans les 9 positions de regard. Et bien sûr, ils vont jouer sur l'esthétique. Vous savez bien sûr le rôle des paupières dans l'esthétique et dans la mimique. Pour bien détailler cette question, nous allons adopter le plan suivant. Après l'introduction, on va faire un petit rappel bref et succinct sur le globe oculaire, voir l'anatomie des différentes annexes, à savoir les muscles oculomoteurs, les voies lacrymales, les glandes lacrymales, les paupières, la conjonctive, enfin bien sûr émettre une conclusion. Nous allons fixer comme objectif de pouvoir citer les annexes du globe oculaire, décrire l'anatomie du muscle oculomoteur droit ainsi que oblique, décrire l'anatomie des paupières, décrire les différentes couches histologiques des paupières et enfin décrire les constituants des voies optiques. Nous allons commencer par un rappel sur l'anatomie du globe oculaire. Là, vous voyez l'orbite osseuse qui correspond à deux cavités osseuses de forme pyramidale ayant une base antérieure et un sommet postérieur et interne. Donc, cette orbite osseuse, c'est comme s'il livre nid ou bien habitation au globe oculaire. C'est la loge du globe oculaire, ainsi que des annexes osseuses. Pour ce qui concerne le globe oculaire, pour rappel, il est constitué de trois tuniques ou bien trois enveloppes. Ces tuniques de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la tunique externe correspond à la tunique cornéosclérale, la cornée en avant. Cornée en avant. Puis en arrière, là jusque là, c'est la sclère. Puis la tunique intermédiaire correspond à la tunique uviale, constituée en avant par l'iris corps ciliaire, puis se prolonge en arrière par la choroïde. Et la tunique la plus interne, c'est la rétine. Voilà, que s'étend de la papille jusqu'à l'aura serrata ici. Bien sûr, le globe oculaire est rempli de milieux liquidiens transparents, à savoir la partie antérieure remplie par l'humeur aqueuse qui va remplir donc la chambre postérieure et la chambre antérieure. Et la partie postérieure elle est remplie par le gel vitré, le corps vitré, rempli presque le 4/5 du globe oculaire. Et entre les deux, un organe transparent, une structure transparente qui est accordée au corps ciliaire par des onules, sorte de cordale, qui correspond au cristallin. Cristallin qui est le plus souvent source de pathologie oculaire, à savoir cataracte. C'est la chirurgie, c'est la pathologie la plus fréquente en ophtalmologie. Dans la chirurgie, c'est la première chirurgie. Pour ce qui concerne les muscles oculomoteurs, donc à rappeler que le globe oculaire il est maintenu grâce à ces groupes musculaires. Dans l'origine, il se situe dans la partie postérieure, au niveau du sommet de l'orbite. Donc il y a ici ce qu'on appelle le tendon de Zinn, donc, qui livre donc racine ou origine au muscle oculomoteur, à savoir le muscle oculomoteur droit supérieur, inférieur, latéral médian et le muscle grand oblique. Alors que le muscle petit oblique n'a pas d'origine au niveau du tendon de Zinn. Vous voyez là, c'est la fente sphénoïdale. Et là, c'est le canal optique qui livre passage au nerf optique et l'artère ophtalmique.
l'artère centrale, l'artère ophtalmique, qui va donner par la suite l'artère ophtalmique, l'artère centrale de la rétine. L'artère ophtalmique qui va donner l'artère centrale de la rétine, ainsi que d'autres branches. Donc, de leur insertion postérieure au niveau du tendon de Zinn, les 4 muscles oculomoteurs droits, ils vont se porter vers l'avant et divergent légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globe oculaire, ça, là où ils vont s'insérer sur la sclère. Ces 4 muscles droits, ils vont former ce qu'on appelle un cône musculaire. Ce cône avec sommet postérieur est fermé par des membranes intermusculaires, ce qu'on appelle les fascias. La terminaison sclérale du globe de ce muscle droit, il se fait à peu près de 5 à 10 mm du limbe. Le limbe, c'est cette région-là, entre la cornée et la sclère. Voilà. La région limite ici. L'insertion, elle est variable en fonction de, par exemple, le muscle droit médial, il s'insère à 6 mm de distance par rapport au limbe. Et ainsi de suite. 7, 7,5 et 8. 8 au niveau supérieur. Pour les muscles oculomoteurs obliques, on commence par l'oblique supérieur, le grand oblique, ou bien l'oblique supérieur. Donc, on lui décrit deux parties. L'origine, c'est au niveau du tendon de Zinn, bien sûr, avec les autres muscles droits. Et on lui décrit cette partie, la première partie, qui se situe un peu au-dessus et en dedans par rapport au muscle droit supérieur et le muscle droit médial. Donc pour son trajet, donc, comme on vient de dire, il y a deux parties. Une partie qui s'étend de l'origine jusqu'au trochée. Cette sorte de poulie, de structure osseuse, là, de là où il va se réfléchir le muscle grand oblique. Et la deuxième partie, elle est tendineuse. Elle va s'étendre jusqu'à l'insertion sclérale du muscle grand oblique. La terminaison, c'est en arrière par rapport au globe oculaire et elle passe au-dessous du muscle droit supérieur. Il s'insère en arrière. Pour ce qui concerne le petit oblique, c'est le muscle le plus court des muscles oculomoteurs et c'est le seul qui prenne naissance au niveau du sommet, qui ne prennent pas donc naissance au niveau du tendon de Zinn. Mais par contre, c'est au niveau de la paroi orbitaire. Il y a des courtes fibres tendineuses au niveau du plancher de l'orbite, dans cette partie antérieure et interne. Donc, ils vont livrer insertion pour l'origine de ce muscle pterygique qui va cheminer vers l'extérieur en cravatant le globe oculaire. Et comme vous voyez ici, il passe au-dessous du droit inférieur. Pour la terminaison du muscle petit oblique, c'est bien. Il s'insère sur la sclère en arrière par rapport à l'équateur.
on a vu les muscles oculomoteurs, nous allons voir les voies lacrymales. Les voies lacrymales, on commence par les glandes lacrymales et on a les glandes lacrymales principales et accessoires. Principale située dans l'angle supéro-externe de l'orbite. Cette glande lacrymale principale peut être subdivisée par un rafet formé par sorte d'aponevreuse du muscle releveur de la paupière supérieure qui va diviser cette glande en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Donc c'est cette glande lacrymale qui ont des canaux excrétrices au niveau du cul-de-sac conjonctival supérieur. Cette glande lacrymale qui sécrète seulement si le globe oculaire est ouvert. La fente palpébrale est ouverte. Il y a les glandes lacrymales accessoires qui sont éparpillées partout dans la conjonctive. Il y a plusieurs types de glandes lacrymales. Sur le plan histologique, elles correspondent à des glandes exocrines, acineuses, séreuses, avec des cellules myoépithéliales qui sont organisées en lobules. Les larmes étant constituées par les sécrétions du glande lacrymale principale ainsi que des glandes lacrymales accessoires, elles vont constituer des larmes. Ces larmes qui sont étalées grâce au mouvement de clignement. Le clignement de paupières, il va étaler ces larmes pour assurer la lubrification permanente de la cornée et de la partie antérieure du globe oculaire. Ces larmes, par la suite, vont être chassées vers la partie interne. C'est là où il y a les voies lacrymales excrétrices, le début du voie lacrymale excrétrice, avec les points lacrymaux, ou bien les méas lacrymaux, qui vont sorte d'orifices qui vont permettre aux larmes de passer à travers, grâce au mouvement des paupières de clignement, assuré par le clignement du muscle, par la contraction du muscle orbiculaire. Ils vont chasser ces larmes à travers ces points lacrymaux pour rejoindre les voies lacrymales excrétrices. Ces voies lacrymales qui peuvent être divisées en canalicules lacrymaux, en canal d'union, en sac lacrymal avec le dôme lacrymal supérieur, en canal lacrymonasal qui va se bouger vers les fosses nasales. Les paupières. Les paupières qui correspondent à une sorte de diaphragme frontal ou bien de lame cutanéo-musculo-membraneuse mobile, recouvrant et protégeant la partie antérieure du globe oculaire. Vous voyez que la paupière supérieure elle est plus mobile que la paupière inférieure. Et lors de sa fermeture, elle va recouvrir en totalité la cornée. On lui décrit pour chaque paupière deux faces, une face antérieure, une face postérieure, un bord libre et deux angles. Pour la face antérieure, c'est la face qu'on voit. Donc cette face paupière, lorsqu'on ferme les yeux, on voit un pli cutané qui est parallèle au bord libre, ce qu'on appelle le sillon orbitopalpébral. Il est très important pour la mimique et pour l'esthétique du globe oculaire. Ce sillon, il va diviser la paupière en deux parties, une portion tarsale et une portion orbitaire. Alors que la face postérieure, elle est tapissée par la conjonctive palpébrale et la partie inférieure par la conjonctive tarsale. Les bords libres, vous voyez ici les bords libres, donc voilà.
Ils vont délimiter entre la fente palpébrale. Chaque bord libre, elle est divisée en deux parties par le tubercule lacrymal ou bien le point lacrymal ici. C'est situé dans la partie médiane. Vous voyez cette partie, elle est ciliaire, regardez ici, cette partie, elle n'est pas ciliaire. Ce qu'on appelle la portion lacrymale. Pour les angles de paupières, on lui décrit donc l'angle canthal externe et l'angle canthal interne. Très important parce que là, il y a ce qu'on appelle les tendons canthal médian, tendon canthal latéral, qui vont donc tirer sur les paupières pour avoir toujours une position fixe des paupières. Sur le plan histologique, donc la paupière peut être divisée en plusieurs plans, à savoir le plan muqueux qui est formé par la conjonctive tarsale, ce plan-là. Là, c'est le globe oculaire. Là, c'est la cornée. Là, c'est le cristallin, iris, corps ciliaire, bien sûr, la sclérétie. Là, vous voyez donc la paupière, c'est toute cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur de la paupière. Donc, le plan muqueux, il correspond à la conjonctive tarsale. Il recouvre le tarse. Ça, c'est le tarse. Et le tarse, il correspond à ce qu'on appelle une glande de mébomus. C'est comme une structure cartilagineuse qui est très dure, qui permet, entre autres, de l'insertion des différents tendons musculaires des muscles releveurs de la paupière. C'est comme une ossature de la paupière. Puis il y a le plan musculaire profond qui correspond au muscle releveur de la paupière supérieure, le muscle de Müller, le muscle droit supérieur et le muscle quelques ailerons de muscle grand oblique. Ça pour la paupière supérieure. Pour la paupière inférieure, ce muscle profond, il correspond au prolongement du muscle droit inférieur et du muscle petit oblique. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le plan fibroélastique, constitué par le tarse et le septum. Ce septum, c'est un plan qui est très important. Pourquoi? Parce que sur le plan pratique, on divise donc l'atteinte dans les pathologies de la paupière, pathologie infectieuse, en deux pathologie infectieuse rétroseptale et préseptale. Préseptale parce que ce plan fibroélastique, il constitue une sorte de barrière pour la diffusion du germe, donc sorte de protection. Lorsque on est en présence d'une cellulite préseptale, par exemple, ce n'est pas le même pronostic qu'une cellulite sous-orbitaire lorsqu'il y a effraction de ce plan. Donc là, il y a une diffusion extrême très importante du germe. Par la suite, le plan musculaire superficiel qui correspond au muscle orbiculaire. Vous voyez là, parce que le muscle orbiculaire, elle est normalement, c'est la paupière, c'est comme ça. Le muscle orbiculaire, elle est concentrique et circulaire par rapport à la paupière. Donc, elle permet l'occlusion, la contraction, sa contraction permet la fermeture des paupières. Puis, il y a le plan externe qui correspond au plan cutané. Donc, récapitulons. Plan profond, c'est le plan muqueux correspond à la conjonctive. Le plan musculaire profond correspond au muscle releveur de la paupière supérieure, en partie au muscle de Müller. Pour la partie inférieure, elle correspond au muscle droit inférieur et petit oblique. Puis le plan fibroélastique correspond au tarse, puis au septum. Puis le plan musculaire superficiel correspond au muscle orbiculaire, puis le plan cutané.
Pour ce qui concerne la conjonctive, on peut la subdiviser. Donc, vous voyez ça, c'est la cornée. Et la conjonctive, elle part du limbe pour constituer ce qu'on appelle la portion orbitaire, jusqu'au cul-de-sac. Ça, jusqu'au cul-de-sac. Puis il se réfléchit pour constituer la conjonctive palpébrale, avec deux portions. Une portion d'ici, de là jusque là, c'est la portion orbitaire, et de là jusque là, c'est la portion bulbaire. Bien sûr, il y a une partie ici, ce qu'on appelle la portion marginale. Là, elle correspond au cul-de-sac. C'est là où vont se boucher donc les canaux excrétrices du gland lacrymal principal. Pour ce qui concerne la vascularisation et l'énervation des annexes, ils sont tributaires des branches collatérales de l'artère ophtalmique, qui est la seule branche collatérale de l'artère carotide interne. Donc cette artère ophtalmique qui donne au cours de son trajet de nombreuses collatérales. Le plus important, c'est l'artère centrale de la rétine pour le globe oculaire. Elle va assurer la vascularisation du globe oculaire et du muscle oculomoteur. Il y a les artères ciliaires longues postérieures et les artères ciliaires courtes postérieures. Le drainage veineux se fait vers les veines ophtalmiques supérieures, inférieures, parfois moyennes, qui vont rejoindre le sinus caverneux. L'énervation sensorielle du globe oculaire est assurée par le nerf optique, qui va acheminer l'information visuelle extérieure vers les bandelettes optiques, et de là vers la radiation optique, et de là vers le cortex occipital. Alors que l'innervation motrice est assurée pour les muscles oculomoteurs par le muscle oculomoteur commun, savoir troisième paire crânienne, le muscle pathitique ou bien l'oculomoteur pour le grand oblique, et le sixième paire crânienne ou le nerf oculomoteur externe qui va assurer l'énervation motrice du muscle oculomoteur latéral, droit latéral. Alors que l'énervation sensitive est assurée par les branches du nerf ophtalmique, qui sont branches bien sûr du nerf trigeminal. Donc, on a vu donc les différents annexes constitués de globe oculaire. Nous allons attaquer le deuxième volet qui correspond aux voies optiques. On va commencer par le nerf optique. Nous allons commencer par l'étude anatomique du nerf optique, qui correspond au deuxième paire crânienne. Elle est le premier segment des axones des cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires, leurs axones, c'est eux qui vont constituer les fibres optiques qui vont se réunir pour former le nerf optique, et qui va de la papille, de la rétine bien proprement dit, elle va se terminer jusqu'au ganglion, jusqu'au corps géniculé latéral. Pour le nerf optique, normalement, elle commence au niveau de la papille optique, elle se termine au niveau du chiasma. Le nerf optique, elle est exclusivement sensorielle. Donc, elle va transmettre l'information visuelle de la rétine jusqu'au cerveau. Il a plusieurs intérêts. Intérêt anatomique, l'importance des rapports vasculaires, nerveux et osseux. Un plan sémiologique, parce que son atteinte, elle va se retentir sur la vision, sur le champ visuel, sur la perception du monde extérieur. Et pathologique, parce qu'il peut être sujet à plusieurs pathologies, à savoir traumatiques, tumorales, inflammatoires, dégénératives, ischémiques, etc. Donc,
pour la papille, c'est la tête du nerf optique. C'est là où va commencer le nerf optique. On lui décrit 3 régions. Donc là, ce qu'on appelle la lame criblée. Donc la partie antérieure, ce qu'on appelle la région prélaminaire, en avant de la lame criblée. La région laminaire et la région rétrobulbaire ou bien rétrolaminaire. C'est très important ces régions, ils ont une importance très importante dans les traumatismes ou bien lorsqu'il y a un œdème papillaire, etc. Pour le nerf optique, donc la tête, on a vu la tête du nerf optique, puis on va voir la portion intraorbitaire. La portion intraorbitaire qui peut être subdivisée en 2 parties. Une portion intraoculaire correspond à la papille et la portion orbitaire, c'est au sein de l'orbite qui a donc il a une double concavité, un aspect en S. Donc ces deux flexuosités vont donner une liberté de mouvement au nerf optique et ainsi pour le globe oculaire. Par la suite, il y a la portion intracanalaire, dont le canal optique. Puis, enfin, la portion intracrânienne, qui va se terminer sur l'angle antérolatéral du chiasma. Il faut savoir que le nerf optique, il est enguiné dans sa partie rétrolaminaire. Et là, il est entouré par la dure mère, l'arachnoïde et pimère. Bien sûr, il y a dans l'espace sous-arachnoïdien, il y a circulation du liquide céphalorachidien. Donc la deuxième partie des voies optiques, c'est le chiasma optique, qui a une forme de X. Donc il commence au niveau de l'extrémité des terminaisons du nerf optique et se termine au niveau du début du bandelette optique. Une région très importante parce qu'elle est en rapport avec l'hypophyse. Donc, par exemple, un adénome de l'hypophyse peut retentir sur ces chiasmas optiques et va altérer le champ visuel ou bien la vision, ou bien l'acuité visuelle. Les bandelettes optiques, vous voyez donc les bandelettes qui vont collecter les informations provenant des 2 émissions de chaque œil. Ils vont se terminer sur le corps genouillé latéral, ou bien le noyau géniculé. Et de là, vous voyez ce noyau géniculé. C'est là où vont se terminer donc les axones provenant du cilieu ganglionnaire et va commencer le deuxième neurone de voie optique qui va s'étendre jusqu'au cortex. De là, entre le noyau géniculé et le cortex, il y a ce qu'on appelle les radiations optiques. Il y a amplification des fibres optiques là. Et enfin, il y a le cortex visuel situé dans la région occipitale. Il comprend l'aire 17 de Brodmann, s'appelait le cortex primaire. Il correspond aux projections des fibres provenant des radiations optiques, constituant les radiations optiques. Il y a des aires annexes ou d'intégration, c'est les aires 18 et 19 de Brodmann. En conclusion, c'est très important de bien savoir quelles sont les annexes du globe oculaire et leur rôle qui se résume au-delà de simple protection, de motilité, à d'autres fonctions très élaborées. Donc le fonctionnement général du globe oculaire, elle est dépendant de la bonne intégrité des annexes.
La connaissance de ces anatomies, elle va nous permettre de faciliter l'interprétation des imageries radiologiques ainsi qu'une meilleure prise en charge des pathologies oculaires. Merci.